Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie, comme toujours, comme tous les jours ou presque à 13h30, de vous retrouver pour un nouveau webinaire. Je suis Charlène de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne et ce 16e webinaire s'inscrit dans notre accompagnement des chefs d'entreprise que nous avons intitulé « Dirigeants, préparez la reprise ». Deux informations importantes avant de démarrer que je viens de préciser en off, mais je le redis à tout le monde. Le support de présentation vous sera envoyé par email et ce webinaire est enregistré. Il sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube dès ce soir ou dès demain matin au plus tard. Aujourd'hui, pour ce webinaire, j'accueille Christophe Girard. Bonjour Christophe. Bonjour Charlène, bonjour à tous. Vous êtes donc avocat associé au cabinet CMS Francis Lefebvre, spécialiste en droit du travail, et vous allez nous animer ce webinaire que nous avons intitulé « Comment préparer la reprise du travail des salariés ». Nous avons 45 minutes à passer ensemble. Je serai le relais de vos questions que je poserai directement à notre intervenant. N'hésitez pas à m'interpeller et à s'adresser à nous directement via le chat. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. C'est parti, Christophe, c'est à vous. Alors, rebonjour, bienvenue à tous pour cette expérience interactive de présentation de notre sujet du jour que j'ai intitulé « Comment préparer la reprise du travail des salariés ». Ça va s'articuler autour de quatre points principaux. Tout d'abord, un rappel un petit peu de la situation dans laquelle nous nous trouvons, d'évolution un petit peu des textes également. Et puis après, on entrera dans le cœur du sujet au travers ces quatre thèmes principaux. Qui vont être l'évaluation des risques professionnels, qui est un préalable nécessaire avant d'envisager sereinement le retour au travail des salariés. Dans la continuité, et les deux finalement sont assez liés, l'établissement d'un plan de reprise d'activité, que les entreprises vont devoir en pratique mettre en place pour envisager sereinement la reprise du travail. Et puis deux points ensuite, plus rapidement, même s'il y a beaucoup de choses à en dire, l'adaptation des conditions de travail, puisque la reprise, on le sait, ne va pas se faire du jour au lendemain sur les mêmes bases qu'avant. Donc là, on verra rapidement ce qui peut être envisagé pour les entreprises en termes notamment d'organisation, d'aménagement du temps de travail. Et puis, pour terminer, la gestion des absences, puisque là aussi, la reprise, notamment des écoles étant encore pas très clairement définie, il y aura nécessairement ces situations d'absence de salariés qui vont être à gérer. Donc, je vous propose de commencer, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps et pour voir en revanche beaucoup de points. Sur les rappels, donc je passerai très vite sur le premier point. Effectivement, depuis le 16 mars et l'annonce du président de la République, eh bien, la France est entrée dans cette situation de confinement, avec au niveau des textes un arrêté du 15 mars qui va pour certaines entreprises interdire purement et simplement l'exercice de leur activité. C'est notamment sont visés les hôtels, cafés, restaurants, cinémas, centres commerciaux, etc. Où là, du coup, on est sur le coup d'une interdiction d'exercer. Et pour les autres, évidemment, c'est la possibilité de travailler, mais selon des conditions aménagées. Dans le déroulement rapide de ces textes, on a la loi du 23 mars 2020
d'urgence sanitaire qui vient donc là officialiser le fait que nous sommes dans cette période d'urgence sanitaire et qui va autoriser notamment le gouvernement à intervenir par ordonnance pour venir prendre toute mesure utile pour venir modifier la législation sur de nombreux points. Et on a eu notamment diverses ordonnances, aussi quelques décrets qui sont venus, et c'est je pense la grosse réforme en matière de droit du travail, modifier substantiellement le régime juridique et les conditions de l'activité partielle, qu'on appelle aussi communément le chômage partiel. Je pense que bon nombre d'entre vous doivent d'ores et déjà être dans cette situation, et puis les arrêts spécifiques, notamment pour garde d'enfants, qui là aussi sont une nouveauté importante. Et puis j'ai souligné le fait qu'on a de nombreuses précisions administratives. Ça me permettra d'enchaîner sur la suite, qui se succèdent quasiment de jour en jour, pour venir préciser, parfois, dans d'autres cas, bouleverser fondamentalement des textes. Et là, il faut effectivement jongler ces difficultés, je pense que vous en êtes parfaitement rendu compte, majeures pour les entreprises, qui est de pas savoir demain quelles seront au juste les règles applicables. Et on a eu beaucoup d'évolutions qui résultent en fait de ces textes, des ordonnances ou des précisions administratives. Pour rentrer dans le vif du sujet, et on y viendra tout au long de cette présentation, on a notamment des recommandations ministérielles en matière de mesures de protection, qui sont pour le coup fondamentales, puisque c'est ça qui va être déterminant dans le cadre de la reprise d'activité. Donc, on voit que le télétravail devient la norme pour tous les postes qui le permettent. On a des mesures qui doivent être respectées pour les salariés qui seraient présents sur site, notamment ces règles de distanciation sociale, ce respect d'1 mètre au minimum entre les personnes, et divers gestes barrières, l'hygiène des mains, tout ce genre de choses, la désinfection des objets, et toutes ces règles-là, le fait de limiter les réunions également le plus possible, d'éviter la présence de personnes dans des endroits réduits, l'annulation de tous les déplacements qui ne sont pas nécessaires, et puis l'obligation également alors même si c'est présenté comme une recommandation, c'est plutôt en réalité une obligation, lorsqu'il y a des risques, des cas, j'allais dire, suspicieux dans l'entreprise de contamination au Covid, ben là aussi l'obligation pour l'employeur de prendre des mesures à la fois pour permettre de désinfecter et de nettoyer les locaux, mais également pour organiser, le cas échéant, la mise en quarantaine des personnes atteintes, et puis informer les autres salariés de cette suspicion de cas de Covid. C'est autour de toutes ces règles que vous avez, du coup, je pense, sur le slide, que derrière, les employeurs vont devoir travailler pour effectivement mettre à jour toutes leurs procédures de sécurité. J'en termine enfin cette présentation par l'annonce que vous avez, je pense, tous suivie du Premier ministre, qui confirme la fin du confinement. Je ne sais pas si on peut vraiment l'appeler comme ça, mais voilà, en tout cas, un assouplissement à tout le moins du confinement à partir du 11 mai, qui amène donc les entreprises à travailler sur
les modalités selon lesquelles elles vont pouvoir reprendre le travail à compter de cette date. Donc, premier point, et finalement, les deux sont liés. Là, on va parler de l'évaluation des risques professionnels. Et comme je le disais en présentation, il faut vraiment finalement voir ce point d'évaluation des risques professionnels comme un préalable en réalité, comme un travail nécessaire avant de pouvoir établir le plan de reprise d'activité qu'on verra dans le point suivant. Alors, l'évaluation des risques professionnels, pour rendre les choses peut-être un petit peu plus claires, ça nécessite d'avoir une méthode. Je reviendrai là-dessus parce que les juges ont notamment sanctionné des entreprises. Amazon pour l'arrêt le plus connu, et j'y reviendrai, mais également Carrefour, pour avoir agi justement sans réelle méthode vraiment préétabli pour évaluer ces risques. Le rôle des IRP, donc des instances représentatives du personnel, le comité social et économique aujourd'hui, et pour les plus grosses structures, la commission santé, sécurité, conditions de travail, qui ont un rôle fondamental à jouer. Et puis, bien sûr, la transcription de cette évaluation et l'information des salariés. Alors, pour commencer par la méthode, comment on doit s'y prendre pour faire ce travail d'évaluation des risques professionnels. Alors, il faut vraiment prendre en compte, c'est un premier point, l'ensemble des facteurs de risque qui sont liés au Covid-19. Je reviendrai sur la slide d'après avec des exemples. Donc, les gestes barrières, la distanciation sociale, le port éventuel du masque, ça, tout le monde l'a en tête. Mais n'oubliez pas dans cette évaluation les risques psychosociaux. Et là aussi, dans ces diverses publications, le ministère du Travail le rappelle. Les juges, quand ils sont saisis de ça, le rappellent également. Ce risque, ou ces risques psychosociaux, c'est-à-dire notamment bien le fait pour les salariés d'avoir l'impression d'être face à une injonction contradictoire avec d'un côté un message des pouvoirs publics et plus des médecins qui vous disent pour se protéger efficacement, il faut rester chez vous, il ne faut pas sortir, il faut rester confiné, etc. Et d'un autre côté, on nous dit, il faut reprendre le travail, ou vous pouvez reprendre le travail. Donc, cette injonction, on va dire, qui peut paraître contradictoire à certains égards, et suscite, on le constate dans les entreprises, une certaine appréhension, une certaine crainte de la part des salariés. Et ces risques psychosociaux, cette crainte du salarié pour sa santé, cette crainte que peut-être en venant travailler, il s'expose à un risque parce que peut-être l'employeur n'aurait pas pris toutes les mesures de sécurité nécessaires. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération dans cette évaluation, et puis dans la manière du coup de répondre aussi à cette crainte, notamment, on le verra après, mais par la communication à l'égard des salariés des mesures qui ont été prises, le fait de travailler en lien avec les représentants du personnel pour édicter les mesures de sécurité, peut-être mettre en place dans des structures dont la taille le permet, un référent
sur le Covid, comme on a dans des référents harcèlement sexuel ou des référents harcèlement moral, pour justement avoir cette écoute et pouvoir rassurer les salariés. Sinon, au-delà de ça, bien sûr, on prend en compte l'ensemble des facteurs de risque, j'allais dire, classiques liés au Covid. Donc la distance entre les personnes, le fait de manipuler des objets, des outils, pourquoi pas également tout ce qui est photocopieur dans les salles de pause, etc. Et de voir effectivement comment on peut lutter contre ça et mettre en place des solutions efficaces de protection. Donc, cette analyse, elle est évidemment poste par poste. On ne peut pas raisonner au global pour l'entreprise. Il faut vraiment adapter à chacun des postes de travail, à chacune des situations de travail également. Et puisqu'il y a bien sûr la présence sur site au poste de travail, mais il y a également éventuellement la présence des salariés dans des salles de pause, dans des salles de restauration, les sanitaires bien évidemment. On peut y ajouter également le transport pour se rendre du domicile au lieu de travail, notamment pour les salariés qui sont amenés à prendre les transports en commun. Donc c'est vraiment une analyse précise de chacune des situations et de chacun des postes de travail. C'est à cette analyse-là que les entreprises doivent effectivement veiller à être vigilantes. Il y a également la possibilité de constituer des groupes de travail selon la taille de l'entreprise, d'y associer des salariés pour effectivement faire remonter des éléments de terrain. Et puis, mais ça sera la suite, pour les structures, une nouvelle fois, dotées de représentants du personnel, donc du CSE, du comité social et économique, éventuellement de délégués syndicaux, que j'ai appelés par leur abréviation de DS. Là aussi, c'est un point qui est vraiment fondamental, puisque on le voit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a désormais arrêt célèbre Amazon, même si effectivement il est très récent puisqu'il date du 24 avril 2020, par lequel c'était la Cour d'appel de Versailles a confirmé une décision des juges de première instance de condamner la société Amazon, notamment, alors il y a effectivement beaucoup de points dans l'arrêt, mais notamment parce que l'évaluation des risques professionnels telle qu'elle avait été réalisée par la société Amazon l'avait été sur la base, j'allais dire, d'analyse, mais selon une méthode, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, qui n'était pas clairement élaborée. Il n'y avait pas la constitution, notamment, comme je le disais, de ces groupes de travail. Et surtout, la société Amazon avait agi assez largement sans associer les représentants du personnel à cette évaluation des risques. Et là, très clairement, on le voit à plusieurs reprises dans l'arrêt, la Cour d'appel prend soin de rappeler que le CSE est compétent sur toutes les questions qui vont toucher notamment à l'organisation, à la marge générale de l'entreprise, aux mesures qui sont de nature à modifier les conditions de travail. Et là, elle en conclut que en n'associant pas le CSE, finalement, nécessairement, l'entreprise ne procédait pas comme il faut à cette évaluation des risques professionnels. Donc, c'est vraiment fondamental, si vous avez des représentants du personnel, de les associer à cette démarche. Et on a, à la même date,
une ordonnance du tribunal judiciaire de Lille qui concerne cette fois-ci la société Carrefour et qui vient sanctionner Carrefour exactement sur le même motif, à savoir l'absence d'association du CSE à cette évaluation des risques professionnels. Donc là, vraiment, c'est un point qui est fondamental. Alors, Christophe, on a dans le chat, justement, concernant l'association du CSE, qu'est-ce que ça veut dire précisément, nous demande Edith et Lénie également? Ça veut dire quoi? Demander son avis, construire avec le CSE le document unique? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment associer le CSE? Alors, associé au sens où on l'a dans ces arrêts, c'est travailler en commun avec eux. Donc, c'est-à-dire, ça va pas se cantonner à uniquement demander un avis et consulter le CSE sur le projet de mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels. Ça veut dire vraiment travailler avec eux à la réflexion, le cas échéant, une nouvelle fois en constituant des groupes de travail et en travaillant vraiment main dans la main à la conception même de ces évolutions du document. Ok. Lénie nous demande si la société a moins de 50 personnes aussi. Est-ce que c'est juridiquement parlant, qu'est-ce qui est imposé? Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir des débats entre le CSE à attribution réduite, donc dans les sociétés de moins de 50 personnes et dans les autres. Maintenant, je répondrai oui, parce qu'il y a vraiment un principe de travailler en lien avec les salariés et leurs représentants. Et il ne faut pas oublier que même dans les structures de moins de 50 personnes, dans les attributions du CSE, on retrouve quand même ces questions liées à la santé et la sécurité. Donc oui, même dans les entreprises de moins de 50. Ok. Et puis enfin, une question de Julien qui nous demande, doit-on également prévoir dans le plan de prévention un paragraphe spécial sur le Covid en lien avec le CSE? Oui, dans leur… Ça dépend, là, j'entends plan de prévention. Donc, ça dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle effectivement du document unique d'évaluation des risques professionnels? Est-ce qu'on parle d'un plan de reprise d'activité? En tout état de cause, quel que soit l'objet, c'est nécessaire, j'allais dire, de mettre à jour et de prévoir quelque chose spécifique au Covid. Ok, très bien. Et en ce qui concerne les TPE moins de 10 salariés, que devons-nous faire, nous demande Marion, quand on n'a pas de représentant du personnel? Alors, quand une entreprise n'a pas de représentant du personnel, elle va devoir tout de même évidemment réfléchir et mettre au point un plan de reprise de l'activité, mettre à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels. Cette fois-ci, comme il n'y a pas de représentant du personnel, soit l'entreprise et le chef d'entreprise décide de le faire tout seul, soit on peut y associer, pourquoi pas, des salariés par groupe de travail qui interviendraient de manière informelle. Et plutôt que le faire tout seul, il y a quand même les services, notamment de médecine du travail, qui sont mobilisés, on va dire, sur ces questions. Donc, ça peut être aussi un travail en lien avec le médecin du travail, les services de santé au travail. Très bien. Ok, Christophe, on vous laisse continuer parce qu'il est presque 14 heures déjà, il nous reste 15 minutes et je sais que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Alors, on va vite. Oui, effectivement, il y a beaucoup de choses. L'évaluation des risques, c'est ce que je disais tout à l'heure. Cette évaluation, une fois qu'elle est faite, doit être retranscrite dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Et ça, c'est important, c'est rappelé j'allais dire, à plusieurs reprises dans les publications de l'administration. Donc, pensez à bien mettre à jour ce document. Mais là-dessus,
il n'y a pas forcément beaucoup plus de choses à en dire. Et puis l'information et la formation, j'allais dire également des salariés, là aussi c'est relevé dans les décisions. Faire cette étude des conditions de travail, mettre à jour le document unique d'évaluation des risques, c'est nécessaire. Maintenant, au-delà de ça, l'employeur va avoir l'obligation de porter ces éléments à la connaissance du salarié et à veiller à ce que les mesures qui ont été prises, à veiller à ce qu'elles soient effectivement respectées dans l'entreprise. Je pense que ça c'est vraiment quelque chose de très important. Même si on a fait un travail qui est satisfaisant sur le papier, c'est le cas de le dire, il faut vraiment être sûr et s'assurer qu'il est diffusé. Donc, soit on le remet en main propre, soit on diffuse par mail, on l'affiche, mais également de veiller à ce qu'il soit correctement appliqué et le cas échéant en sanctionnant des manquements des salariés. Parce que là aussi, dans le cadre de l'obligation de sécurité de l'employeur, c'est vraiment important de montrer qu'on a fait des choses concrètement, que ça a été communiqué et que c'est surveillé. Alors, on peut passer au plan de reprise de l'activité. Ce plan, en réalité, quand je parle de contenu, il n'y a pas de contenu obligatoire pour la bonne raison qu'il n'y a même pas d'obligation formelle à établir par écrit un tel plan. Néanmoins, en pratique, il est très répandu. Pour beaucoup, ça nous permet, comme le temps passe, de passer plus rapidement. Il va y avoir beaucoup de dispositions de ce plan qui vont découler du travail qui a été fait en amont sur l'évaluation des risques professionnels propres au Covid et sur la mise à jour du document unique. Mais on peut également trouver d'autres choses et notamment l'organisation du travail. Je vous ai fait une liste totalement non exhaustive et à titre d'exemple, mais les salariés vont reprendre. Mais ils vont reprendre, est-ce qu'on va reprendre selon les mêmes horaires? Est-ce qu'on va aménager? Est-ce que le télétravail va rester en vigueur pour tout ou partie des salariés? Alors par définition plutôt pour une partie seulement, sinon le plan n'aurait pas vraiment d'objet. Est-ce que là aussi, pour les entreprises, il y en a beaucoup qui sont en activité partielle. Est-ce qu'on reste quand même partiellement dans cette activité partielle en faisant reprendre des salariés qu'un jour, 2 jours par semaine en fonction des besoins? Ça, ce sont typiquement des éléments qui doivent figurer dans le plan. Pareil sur la fourniture de pays, donc les équipements de protection individuelle. J'ai mis les masques en premier parce que je crois, et quand on entend le discours du Premier ministre, que les entreprises vont dans les faits avoir une quasi-obligation de fournir ces masques, même si rien ne l'impose aujourd'hui. Il n'empêche qu'on sait que c'est une mesure très importante de lutte contre le Covid. Donc, il paraît assez difficile de dire qu'on permet de reprendre en entreprise sans que les salariés soient munis de masques. Idem pour… oui. Pardon, excusez-moi Christophe. Justement, Guillaume nous demande, est-ce que par exemple le fameux port du masque, c'est à définir ou bien vu que c'est un état de fait, puisque le gouvernement le demande, il faut l'écrire dans ce plan de reprise? Alors, oui, moi je l'écrirai parce qu'au-delà du principe du port du masque, ce qu'on va aussi pouvoir déterminer, c'est qui les fournit, comment, quel nombre, et notamment si l'entreprise est amenée à les fournir. Ça, c'est important de le mettre et de le faire figurer, oui. Donc, on doit dire qui les fournit et on doit aussi dire que les salariés doivent le porter? Oui. Okay. Est-ce qu'un salarié peut refuser de reprendre le travail, nous demande Karine? Alors,
l'exercice du droit de retrait, puisque c'est de ça dont on parle à travers la question. Une chose est sûre, la réponse est toujours délicate, mais je vais essayer quand même de répondre le plus précisément possible. Un salarié ne peut pas refuser de reprendre au seul motif qu'il a peur pour sa santé. Et donc faire jouer son droit de retrait comme ça, sans autre justification. Ça, l'administration l'a rappelé, ça ne constituerait pas un mode valable d'exercice du droit de retrait. En revanche, il peut faire jouer son droit de retrait dès lors qu'il constaterait que soit il n'y a pas eu de ce travail d'identification des risques et d'établissement d'un plan de reprise en sécurité, soit que les mesures prises sont insuffisantes. Donc, on revient finalement à ce qu'on disait, l'importance là aussi capitale de bien avoir défini ces mesures de sécurité, justement pour pouvoir s'opposer à l'exercice du droit de retrait des salariés et montrer que on a pris en compte toutes les situations et qu'on a fait en sorte de donner une réponse adaptée à chaque point. Ok. Je continue, là, il y a beaucoup de questions autour du masque. Est-ce que ça veut dire, en fait, Guillaume nous demande, est-ce que l'entreprise peut ne pas fournir les masques? En l'état, on n'a aucun texte qui viendrait imposer à une entreprise de fournir les masques. Voilà. Okay. D'accord. Est-ce qu'un salarié peut refuser de porter un masque ou une visière? Ah, non, si effectivement cette mesure a été dictée comme une mesure de sécurité, tout cas échéant, on a peut-être prévu une modification aussi du règlement intérieur pour imposer le port du masque. À ce moment-là, le salarié ne peut pas le refuser. Ne peut pas refuser, sauf à effectivement commettre une faute disciplinaire. D'accord. Est-ce que les masques, finalement, sont considérés comme des EPI? Parce que Dominique nous dit, en principe, un EPI, c'est à la charge de l'employeur, non? Un EPI, c'est à la charge de l'employeur, oui. Mais les EPI, là où c'est, si vous voulez, discutable, c'est qu'il y a des professions dans lesquelles les EPI sont imposés, sont listés ou sont normés. Bon, c'est le cas, pour faire très simple, dans le BTP, dans l'industrie chimique ou autre. Là, à l'heure actuelle, on l'a pas dans les textes, donc c'est pas à proprement parler un EPI visé par ces textes, mais avec les évolutions, finalement, on peut quasiment le considérer comme tel dans les faits, même si, pour répondre clairement, non, ça n'en fait pas partie de ce qu'on entend habituellement par un EPI. D'accord. Par rapport à ce plan de reprise, toujours, quid des personnes vulnérables, nous demande Edith. Et comment savoir si mon salarié est vulnérable ou pas? Alors, les personnes vulnérables, on en parlera à la fin dans la partie gestion des absences, si vous voulez bien. Pas de problème. J'ai juste une dernière question un peu précise de Bernadette qui nous dit, est-ce qu'un salarié peut demander à être fourni plutôt en gel hydroalcoolique qu'en solution hydroalcoolique? Alors, très honnêtement, je ne connais pas la différence qu'il peut y avoir, profonde qu'il peut y avoir entre les deux sur notamment l'efficacité des produits. Non, on n'est pas à ce degré de précision. Ce qu'il faut, en fait, c'est que on mette en mesure les salariés d'assurer ces mesures de protection, ces gestes de barrière, l'hygiène des mains, et les solutions, on va dire d'une manière générale hydroalcooliques, sont préconisées, mais c'est pas une obligation et on n'entre pas dans le distinguo en fait de gel ou autre. De solution. Okay. De solution. Allez, on vous laisse avancer, Chris.
Vous avez beaucoup de choses. Alors, oui, j'en étais justement dans le plan, outre ces masques, gel, lingettes, etc. Il y a bien sûr, on va trouver toutes les consignes de sécurité à respecter. Il y a des petites affiches qui sont mises à disposition sur le site du ministère, notamment qui peuvent être téléchargées en rappelant la bonne hygiène des mains, comment se laver les mains, etc. Donc voilà, ça peut être aussi communiqué, diffusé, affiché, ce genre de choses. Et puis prévoir eh bien, comment ça va se passer pour, par exemple, on a le cas chez dans certaines entreprises où des ordinateurs sont partagés. Et où des entreprises du coup vont mettre du film plastique, un peu comme un film qu'on peut mettre en matière alimentaire, pour protéger le clavier. Et puis quand on change d'utilisateur, on enlève le film. Il y a toutes les questions autour des points de contact, les boutons, les interrupteurs, les poignées, etc. Donc, tout ce genre de choses, là aussi, c'est bien d'envisager ça et de rappeler, d'édicter des règles là-dessus. La gestion des réunions, évidemment, éviter les réunions en présentiel et favoriser autant que possible. Et on voit que ça marche très bien à travers l'intervention d'aujourd'hui. Utiliser des outils de communication, que ce soit Skype ou n'importe quel autre outil pour favoriser plutôt la visioconférence, l'audioconférence. Ou sinon, effectivement, comment on organise les réunions quand elles doivent avoir lieu en présentiel, avec notamment réservant une place sur deux, de manière à ce que les salariés soient assis avec un espace d'1 mètre et puis décalés en face pour que les gens ne se trouvent pas face à face, mais soient décalés. Donc, c'est ce genre de choses qui peuvent effectivement être envisagées. Pareil sur les sanitaires, on ouvre la porte plutôt avec l'épaule ou on laisse la première porte ouverte, etc. Il y a des tas de choses qui sont à envisager. Et puis bien sûr, ça c'est important, je le disais tout à l'heure. Alors les risques psychosociaux, je l'ai pas mis, mais voilà, j'y reviens avec peut-être la désignation d'un référent, pourquoi pas. Et puis comment l'entreprise va gérer des cas suspects ou avérés de Covid. Là aussi, ben, quelqu'un présente des symptômes dans l'entreprise. Il est bien d'avoir prévu un protocole avec peut-être isoler la personne dans une salle, dans un bureau, lui faire porter un masque, et puis derrière, de demander effectivement de tenir au courant de l'évolution. Est-ce que le cas est confirmé? Oui, non. Et si on a une confirmation, ben, prévoir un nettoyage, une désinfection de la zone de travail, peut-être demander au salarié, ça je pense que pour le coup, s'il est atteint, ça ne posera pas de difficulté, mais de rester chez lui, de prévenir les personnes qui ont été en contact, etc. Donc, c'est tout ce genre de choses qui peuvent utilement figurer dans ce plan. Et là aussi, comme tout à l'heure, évidemment, il faut que ce plan soit remis aux salariés. Et puis, au-delà, j'en ai parlé un petit peu, tout ce que l'entreprise va pouvoir faire pour communiquer sur les mesures de sécurité, de marquage de distance de sécurité, distribuer. Alors, quand je parle de distribution de flyers, c'est par exemple faire en quelque sorte des procédures, vous présentez des symptômes, voilà ce qu'il faut faire, ou dans telle situation, la salle de restauration, voilà les bonnes conduites, voilà c'est ce genre de choses qui peuvent utilement être mis en place. Et puis là aussi, bien sûr, veiller à ce que tout ça soit respecté et puis bien sûr travailler en lien avec les représentants du personnel.
D'accord. Christophe, j'ai une question de Timothée qui nous demande est-ce qu'un plan de reprise doit-il être écrit si l'entreprise a continué son activité et que les mesures de prévention sont déjà en place? Non, c'est pas nécessaire dans ce cas-là parce que déjà on n'est pas proprement pas, enfin on n'est pas dans la reprise de l'activité, on est dans la poursuite. Et si l'entreprise a poursuivi son activité, c'est par définition qu'il a dû avoir un travail en amont de mener et puis probablement une retranscription de ces règles dans l'entreprise. Donc non, c'est pas si ça a bien été fait, c'est pas nécessaire de refaire quelque chose. D'accord. J'ai Edith aussi qui nous demande est-ce que l'on peut tester un salarié suspect? Alors, c'est une question. Alors, tester, non. Prendre la, Évidemment. Par contre, pardon. prendre la Oui. température. Alors, voilà, prendre la température, c'est des questions qu'on a souvent. Alors, il n'y a pas de réponse, hyper claire. Au regard du RGPD, c'est-à-dire au regard du traitement des données personnelles des salariés, la réponse est plutôt non. Maintenant, beaucoup d'entreprises le font, passent par notamment une mise à jour du règlement intérieur sur ce point qui prévoit la prise de température. Et pour que ce soit possible, et pour que ça ne contrevienne pas justement à ces impératifs en termes de protection des données personnelles des salariés, il faut veiller à ce que bien les données ne soient pas conservées, ne soient pas retranscrites sur support informatique, etc. Donc il y a la possibilité de le faire en prenant des précautions quant au traitement des données. Mais là aussi, le gouvernement soulignait que en soi, c'est qu'un outil très imparfait parce que on peut être atteint du Covid et pas avoir de température, et éventuellement on peut avoir de la température et pour une autre raison. Et puis quand on nous dit, moi j'ai un client qui me disait ça, ben oui, mais si on me dit qu'il faut faire prendre la température et qu'à 38 il y a un problème, la personne qui est à 37,9, qu'est-ce que je fais? Donc à manier avec précaution quand même. Ok. Très bien. Il est 14h15 alors. Adaptation des conditions de travail. Alors là-dessus, j'en ai parlé parce que c'est important, mais je ne rentre pas forcément trop dans les détails. J'ai essayé de distinguer ça entre des mesures temporaires et des mesures plus pérennes, plus structurelles. Dans les mesures temporaires, pour adapter les conditions de travail, je ne sais pas d'ailleurs si c'est exactement conditions de travail, mais adapter en tout cas la charge d'activité. Vous avez sans doute toutes et tous entendu parler de cette ordonnance du 25 mars 2020 qui permet à l'employeur d'imposer aux salariés des dates de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables, c'est-à-dire une semaine de congé, moyennant le respect d'un délai d'un jour franc. Et la même chose pour modifier des dates de congé qui auraient déjà été posées dans la limite de 6 jours avec ce respect d'un jour franc. Donc là aussi, ça peut être effectivement une mesure intéressante pour les entreprises puisqu'elles permettent pendant des périodes de moindre activité d'apurer des dates de congé, d'éviter après au moment de la reprise, si a priori, du moins on l'espère, on aura besoin des salariés qui se retrouvent avec des congés à prendre. Il faut retenir que c'est nécessaire d'avoir un accord collectif pour pouvoir utiliser ça et qu'on peut également, en plus de ces 6 jours de congé, selon le même moyen, c'est-à-dire avec un délai de prévenance d'un jour franc, également imposer des dates de prise on va dire de RTT, les vrais RTT, les jours liés à la réduction du temps de travail, qui existerait encore pour les cadres forfait jour ou pour les dispositifs d'aménagement du temps de travail. Donc il y a aussi cette souplesse qui est donnée aux entreprises dans la limite de 10 jours, de faire prendre aux salariés ces jours pour adapter effectivement à la charge de travail. Également, on peut réduire ou augmenter le volume des heures supplémentaires ou complémentaires. Complémentaires, ce sont
concerne les salariés à temps partiel. Là aussi, pour des salariés qui faisaient des heures supplémentaires, mais peut-être pour les ramener à une durée de travail moindre, ou à l'inverse, soyons positifs, avec une reprise de travail et des besoins importants, pour faire effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires aux salariés pour adapter ça. Donc là, faites attention, c'est pour ça que j'en dis pas plus, mais je vous ai souligné dans le support, il faut faire attention au contrat de travail, comment il est rédigé, notamment si vous avez un salarié avec une convention de forfait en heures qui travaille par exemple 39 heures par semaine, ma foi, vous ne pouvez pas réduire son temps de travail, notamment sans son accord, sans un avenant à son contrat. Pareil, pour les heures complémentaires, c'est encadré. Donc voilà, il faut respecter la législation sur ces points, mais ça peut concerner, j'allais dire, une mesure d'adaptation temporaire. Et puis, bien sûr, dans les… Oui. Christophe, ça veut dire, Laure nous demande que notre employeur, en fait, peut nous imposer de prendre nos congés lorsqu'ils sont en cours et que nous avons jusqu'à fin mai pour les poser. Oui, c'est ça. Si on a un accord collectif qui le prévoit, effectivement, c'est ça, dans les limites d'une semaine, en prévenant un jour à l'avance. D'accord. Et puis, bien sûr, la mesure phare dans ces adaptations, j'allais dire temporaires, c'est l'activité partielle. Donc là, ça a énormément bougé et ça continue d'ailleurs à évoluer les textes sur l'activité partielle. Donc là, effectivement, une entreprise qui n'aurait pas eu recours, l'activité partielle va pouvoir bien sûr continuer à avoir recours et à solliciter le recours si elle en a besoin. Et puis surtout, je pense qu'on est maintenant plutôt dans l'autre cas, c'est-à-dire des structures avec des salariés qui étaient en activité partielle et puis dans le cadre de la reprise de l'activité, là aussi, on va pouvoir faire reprendre des salariés qui aujourd'hui sont en activité partielle, les faire reprendre soit totalement, soit en partie leur travail, tout en restant pour partie dans le cadre de l'activité partielle. D'accord. Ça veut dire, s'il n'y a pas d'accord collectif, car on a des petites PME, ça fonctionne de la même façon? C'est Sandrine qui nous pose la question. Sandrine parle des congés, je suppose, Oui. pour imposer les congés. Alors, même dans les petites entreprises, on a la possibilité de conclure un accord collectif, ne serait-ce que dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel de moins de 20 salariés, enfin de moins de 11 salariés ou de moins de 20 avec un procès-verbal de carence aux élections. L'employeur peut notamment établir un projet unilatéralement qui soumet pour référendum à ses salariés. Et si la condition de majorité qualifiée nécessaire passe, bien on a un vrai accord collectif. Donc oui, le principe est le même pour une petite entreprise. Il y a aussi des accords de branche qui peuvent le prévoir également. Ok. L'activité partielle, je crois que j'en dis peut-être pas beaucoup plus parce que d'une, le temps passe et de deux, je crois qu'il y a déjà eu aussi une intervention sur le sujet, mais effectivement, ça reste une mesure qui est totalement mobilisable et une nouvelle fois souple. On peut s'adapter, refaire partir les gens au travail tout en restant. On peut utiliser encore au-delà du mois de juin, hein, c'est ce que vous nous dites. Alors oui, lorsque les demandes d'activité partielle ont été formulées pour les entreprises qui sont actuellement en activité partielle, elles ont dû mettre une date de fin prévisionnelle de l'activité partielle. En général, les entreprises se sont calées au 30 juin. Rien n'empêche de refaire une nouvelle demande, voire un avenant. Alors les avenants, ça semble peut-être un petit peu plus compliqué, mais pour prolonger au-delà de cette date, puisque la durée maximale de l'activité partielle a été portée à 1 an, en fait, à 12 mois. Donc dans la limite de 12 mois, on peut faire l'activité partielle. Alors, dans les mesures d'adaptation des conditions de travail, des mesures que j'ai appelées plus structurelles, on va trouver, donc ça c'est pour une entreprise qui aurait besoin vraiment durablement de modifier ses conditions de travail suite à l'épidémie, à la baisse d'activité, où là on voit que vraiment il y a un problème, notamment en matière d'aménagement du temps de travail. Alors,
il y a plusieurs possibilités. Je commence peut-être par le deuxième. Bien sûr, si on a des accords qui existent, notamment en termes d'aménagement du temps de travail, on peut les réviser ou les dénoncer pour les adapter aux nouveaux besoins de l'entreprise. Maintenant, il y a aussi, et je reviens cette fois-ci sur mon premier point, la possibilité de conclure des accords de performance collective qui ont le gros avantage, donc ça reste un accord collectif, mais qui présente le gros avantage de s'imposer aux salariés, même s'ils entraînent une modification de leur contrat de travail, notamment en termes de durée du travail. Alors, les salariés ont quand même, dans ce cas-là, la possibilité de refuser. Ils ont un délai d'1 mois. Mais s'ils refusent, on peut être amené à prononcer leur licenciement. Donc là, on parle de choses moins drôles, mais ce licenciement qui sera présumé avoir une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire a priori, qui ne pourra pas être contesté par le salarié, qui sera surtout beaucoup moins lourd et coûteux en termes à la fois de coûts et de procédures qu'une procédure de licenciement pour motif économique, notamment quand on est sur des entreprises, enfin des projets de licenciement de plus de 10 salariés. Donc là, c'est aussi un moyen par la négociation collective d'adapter pour le coup plus durablement des questions notamment de durée du travail, d'aménagement du temps de travail, et sachant que ça s'impose au contrat en cours. Et puis bien sûr, je suis un peu obligé de dire juste un mot sur la possibilité, évidemment, pour les entreprises qui se trouveraient en grande difficulté malgré toutes les aides qui ont pu être mises en place, notamment l'activité partielle. Eh bien sûr, on espère qu'il y en aura le moins possible, mais bon, on sait qu'il y en aura, la possibilité de procéder à des réductions d'effectifs par le biais des licenciements pour motifs économiques. Mais là, je n'entre pas dans le détail, puisqu'on sort un tout petit peu du sujet, et puis c'est des choses qui sont évidemment longues à développer. Et pour finir, la gestion des absences, parce que comme je le disais, et on le voit à travers les questions ou les interrogations qui nous sont remontées par nos clients, on nous dit, ben oui, on reprend a priori le 11 mai. Maintenant, qu'est-ce qu'il en sera des écoles? Qu'est-ce qu'il en sera des cantines? Qu'est-ce qu'il en sera des centres d'accueil périscolaires ou autres? Et donc, avec ce qui en découle derrière sur l'absentéisme de certaines personnes, certains salariés qui seraient amenés bien à devoir rester chez elles, notamment, pas que, mais notamment pour garder leurs enfants. Alors là-dessus, je pense que ce qu'il est important à dire et qui reste en plein dans notre sujet, je pense que vous l'avez toutes et tous vu, mais je rappelle qu'à compter du 1er mai, c'est-à-dire demain, les dispositifs d'arrêt pour garde d'enfants, donc là qui était aussi, pour faire le lien avec ce que je disais dans l'introduction, un dispositif totalement dérogatoire et nouveau qui avait été mis en place dans le cadre des mesures d'urgence. Et également les arrêts, je réponds du coup à la question d'une personne tout à l'heure qui évoquait le cas des personnes vulnérables. Tous ces arrêts-là vont basculer à compter du 1er mai 2020 dans le champ de l'activité partielle. Alors, une fois qu'on a dit ça, on nous dit comment ça se passe concrètement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est, j'ai encore regardé avant de me connecter, mais on n'a pas de nouveauté là-dessus, c'est que l'entrée vraiment en vigueur concrète de cette mesure est subordonnée à la parution d'un décret qui n'est pas paru aujourd'hui, donc on l'a toujours pas, et on est, si je compte bien, on doit être le 30 ou le 29 avril. Donc non, on est le 30, oui, le 1er, c'est ce qui me semblait, c'est demain. Donc ça veut dire que voilà, à partir de demain, on a ce dispositif qui est censé entrer en vigueur, on n'a toujours pas le décret. Néanmoins, vous trouverez
sur le site de l'assurance maladie, sur le site Amélie. Je vous invite à le consulter sur ces aspects-là. Des fiches pratiques qui sont très bien faites et qui vont nous expliquer comment ça va se passer. Notamment en fonction de la situation. Est-ce que l'arrêt garde d'enfant est encore en cours? Est-ce qu'il s'arrête après le 1er mai? Est-ce que au contraire c'est après le 1er mai qu'il y a ces situations-là? Et pour faire simple, dans chacune de ces situations, eh bien, on ne va plus avoir la possibilité d'avoir ces arrêts garde d'enfants aux personnes vulnérables, mais par contre, les salariés en question vont être indemnisés au titre de l'activité partielle, ce qui veut dire que l'employeur va devoir faire le nécessaire via le portail informatique dédié lié à l'activité partielle pour déclarer ces personnes-là et pour obtenir la prise en charge et donc le remboursement des sommes qu'il aura avancées au titre de ces arrêts-là. Alors, ça pose aussi des questions pour les entreprises qui auraient mis en place des décisions unilatérales ou des accords collectifs pour compléter l'indemnisation pour les salariés en activité partielle qui vont percevoir, je rappelle, 70% de leur rémunération brute, donc à peu près 84% du net. Les entreprises ont pris des mesures pour compléter à hauteur de 100%. Eh bien, est-ce que les entreprises entendent compléter également pour ce type d'arrêt ou pas? Beaucoup nous disent que non, parce que la situation est quand même différente. Donc là aussi, ça pose la question de ces décisions qui ont été prises qui devraient être du coup modifiées. Et enfin, les personnes vulnérables, il y a une liste qui est donnée. Là aussi, on le retrouve sur le site Amélie de l'assurance maladie avec toutes les pathologies qui sont visées. Donc, c'est l'assurance maladie qui décide si un salarié est vulnérable ou pas? Non, alors pour les personnes vulnérables, il y a effectivement une liste qui est donnée. Donc, il faut entrer dans le cadre de ces pathologies. Donc, le salarié va le déclarer à l'employeur qui va faire le nécessaire du coup pour faire entrer le salarié dans le cadre de l'activité partielle. Et puis après, bien sûr, il peut y avoir des contrôles sur l'éligibilité et des remises en cause. On l'a eu dans certains cas après coup, puisque la CPAM notamment a estimé qu'en réalité, la pathologie ne le justifiait pas. Mais ça, ce n'est pas à l'employeur, pour le coup, d'être juge de ça. C'est sur la base des éléments qui sont communiqués par le salarié. D'accord. Ok. Est-ce qu'on reste encore 5 minutes ensemble? Vous êtes plus de 150 à Avec connecter. plaisir. Allez, parfait. Alors, j'essaie de reprendre un petit peu du début peut-être avec les personnes qui ne nous auraient pas quittés. Si un salarié refuse de reprendre le travail sous prétexte qu'il ou elle veut garder son enfant à domicile alors que les écoles sont réouvertes, est-ce considéré comme un cas d'abandon de poste ou pas? C'est une question d'Evelyne. Eh bien, je pense que ça fera partie des précisions qu'on devrait avoir dans le décret sur l'activité partielle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les choses sont claires. Dans le dispositif d'arrêt pour garde d'enfants étaient visés les parents d'enfants de moins de 16 ans qui devaient garder leurs enfants en raison de la fermeture des établissements scolaires. Donc là, à partir du moment où les établissements scolaires reprennent, on peut se dire ce dispositif ne devrait plus exister. Néanmoins, quand on entend le Premier ministre, on nous dit que la reprise de l'école serait finalement facultative et que ce serait un peu aux parents de décider s'ils remettent ou non leurs enfants à l'école. Donc, ça devrait être précisé. Je ne pense pas qu'on puisse honnêtement le considérer, pour répondre à la question, comme étant en absence injustifiée, compte tenu, une nouvelle fois, des déclarations qui ont été faites. D'accord. Alors, une autre question de Nicolas. Est-ce qu'il y a un délai de prévenance pour demander de revenir suite à la période de chômage partiel? Ou est-ce que ça peut se faire presque du jour au lendemain? Non, il n'y a pas de délai qui sont imposés par les textes, puisque le salarié, puisqu'il n'est pas en congé, donc il est censé normalement être au travail, donc on peut le prévenir sans délai particulier.
Ok. Laure nous demande, est-ce que l'employeur peut obliger le retour au bureau d'un salarié, même si le télétravail est possible? Et jusqu'à quand le télétravail peut être maintenu? Alors jusqu'à quand il peut être maintenu, j'allais dire tant qu'on est dans la période d'urgence sanitaire, je pense qu'indiscutablement il peut être maintenu et d'ailleurs il est encouragé. Donc la question, est-ce qu'on peut y mettre fin? L'employeur, oui, pourrait toujours décider que ce mode d'aménagement n'est plus adapté. Mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit l'esprit, on va dire, ni des textes à venir, ni surtout de la volonté politique, en fait. Parce qu'on a plutôt Bon, tendance à encourager le télétravail. d'accord. On avait une question en début de webinaire. On parlait de la modification du document unique. Est-il nécessaire aussi de modifier le règlement intérieur lorsqu'il existe? Alors, oui, en fonction des thématiques. Alors, je donne un exemple concret qu'on a évoqué. Lorsque l'entreprise entend mettre en place notamment des relevés de température des salariés, là, oui, ça passe nécessairement par une modification du règlement intérieur. D'une manière générale, en fonction effectivement des modifications, c'est utile de procéder à une mise à jour du règlement intérieur, notamment pour pouvoir avoir une base pour sanctionner, je vais dire, un salarié qui ne respecterait pas telle ou telle règle de sécurité. Mais on peut aussi le faire par le biais de ces documents qui valent l'adjonction au règlement intérieur et qui peuvent être des notes de service, appelons-les comme on veut, qui peuvent suivre la même procédure d'élaboration, mais qui ne viennent pas modifier, je vais dire, durablement le règlement intérieur. Ok, alors les questions s'enchaînent. Ça va être difficile de répondre à toutes vos questions. Je suis désolée, je dois faire un peu de tri. On dit que le télétravail est encouragé. Est-ce que vous avez une date de fin de la période d'urgence sanitaire? Je ne sais pas si vous l'avez déjà dit. Est-ce qu'on la connaît, cette date de fin ou pas du tout? Alors, ça a été prolongé, je crois, de 2 mois. En tout cas, il y a une date qui vient de bouger. Je crois on a eu aujourd'hui quelque chose là-dessus. Mais je crois que c'est 2 mois, mais je pourrais regarder, vous transmettre l'information pour ne pas vous dire de bêtises. Ok. Est-ce que la modification du règlement intérieur doivent-elles, être notifiées à l'inspection du travail? Oui, si on suit la même procédure que l'élaboration, il faut transmettre, oui. Ok, une question un peu précise là d'Elisabeth. Comment gère-t-on le cas d'un salarié embauché juste avant le confinement et qui est toujours en période d'essai? L'individuel a le Il est devoir, hein. toujours en période d'essai. Alors, s'il travaille, eh bien, la période d'essai, ma foi, est exercée normalement. S'il a été placé en activité partielle sans exercer aucune activité professionnelle, la période d'essai est suspendue et reprendra son cours au moment de la reprise du travail. Ok. Donatienne nous dit l'état d'urgence sanitaire, c'est jusqu'au 24 juillet. Bon, alors, on Donc, vérifie. j'ai vu passer quelque chose, j'ai pas regardé la date, donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Surtout qu'on Très est bien. Si la modification du règlement intérieur, la mise en application doit-elle attendre l'accord de l'inspection du travail ou pas? Non, parce que on n'a pas forcément d'accord. Quand on modifie quand on met en place un règlement intérieur, normalement, il doit entrer en vigueur un mois après l'accomplissement des formalités de dépôt, sauf sur des procédures comme ça d'urgence en fait, ou quand il y a une urgence à le modifier. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir un accord de l'inspecteur. Ok. Écoutez, il est 14h37, on a largement dépassé le temps imparti. Je vous propose de répondre plutôt individuellement ensuite aux questions qui restent. Je vais reprendre simplement la main sur le partage d'écran. Voilà.
Hop. Merci en tout cas, Christophe. Merci à vous, merci beaucoup, merci Charlène, merci à vous tous. Pour cet échange, pour cette présentation. Je vais vous demander encore 2 petites minutes d'attention simplement pour vous demander de prendre 2 petites minutes pour répondre à notre questionnaire d'évaluation qui va s'ouvrir automatiquement à la fin de ce webinaire. C'est très important pour nous de savoir si le contenu vous plaît, si on a répondu à vos attentes. Et puis, quant à moi, je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine, dès lundi 4 mai, toujours à 13h30, avec un webinaire intitulé « Comment préparer la reprise des activités, quelles mesures pour protéger ses salariés et avec quel équipement ?» Je serai cette fois-ci accompagnée de médecins de la médecine du travail. Et je vous donne également rendez-vous jeudi 7 mai. Cette fois-ci, ce sera un webinaire ressources humaines, réussir la reprise d'activité avec ses équipes. Voilà, vous savez tout. Encore merci Christophe Girard pour votre intervention et pour avoir pris le temps de répondre à de nombreuses questions. Merci à vous. Tous. Et puis, excellent week-end un petit peu prolongé et à très bientôt. Portez-vous bien. Merci. Au revoir.